Bonjour tout le monde. Anne Mélioli de la FIGEV pour cet entretien du vin que nous avons organisé avec nos amis de la Loire. Et nous allons parler aujourd'hui de l'élevage sur lit et de l'exemple qu'ils en font dans la région. La FIGEV est une association de journalistes et d'écrivains du vin qui est présente dans 60 pays avec environ 400 membres. Nos deux langues sont le français et l'anglais, donc cet entretien aujourd'hui est en français et il y en a d'autres qui sont organisés en anglais. Vous pouvez nous suivre et les revoir à votre rythme sur notre canal YouTube FIGEV Wine Channel. Je passe maintenant la parole à Mathilde Olivier, qui sera notre modératrice, qui a organisé avec plusieurs professionnels de la région cet entretien qui va durer une petite demi-heure, trois quarts d'heure. Merci Anne, bonjour à tous. Mathilde Olivier, je suis œnologue de formation. J'exerce aujourd'hui dans le vignoble du Muscadet, qui est connu pour ses vins sur lit, d'où l'intérêt de ce reportage et de ce live aujourd'hui. Je suis également donc membre des œnologues de France et je fais aussi un peu de conseil libéral en œnologie, donc ce qui me permet de voir divers cas d'élevage sur lit. Nous avons réuni aujourd'hui autour de la table 4 personnes de la Loire. Donc, il y aura Romain Maillet qui va intervenir pour la Fédération des vins de Nantes sur l'aspect plutôt terroir, cru et intérêt de tout ça autour de nos élevages sur lit. Christophe Marchais, qui est œnologue conseil également sur la Vallée de la Loire et sur le Muscadet particulièrement. Damien Boudot, président des œnologues de France et qui travaille dans la production. Et Stéphane Contenceau, qui est œnologue aussi, originaire de Bourgogne et qui travaille avec moi aujourd'hui sur le domaine dans le Muscadet. Donc, moi, j'ai répondu présente à cette interview et à ce live parce que je pense que c'est intéressant de faire un point sur l'élevage sur lit des vins, sur ce qu'il peut apporter sur ces divers aspects, pour la mise en avant de nos terroirs, nous ici en Loire, pour l'intérêt œnologique qu'il peut apporter, Christophe détaillera ça peut-être un peu plus, et puis sur la complexité que ça peut apporter à nos vins au travers des divers élevages qui existent aujourd'hui sur ces élevages sur lit. On voit qu'en fonction des temps d'élevage sur lit et des conditions dans lesquelles les sont mis sur ces élevages, on a vraiment une grande diversité qui peut être mise en avant et un panel assez large et de montée en gamme de nos vins qui prouvent tout l'intérêt de ces types d'élevage. Alors, cet entretien du vin fait partie d'une collection que nous avons organisée, que nous avons commencé l'année dernière et qui est pour nos membres, plus spécialement organisée pour nos membres, qui n'ont pas tous une formation œnologique ou technique et qui parlent au quotidien du vin. Et donc, c'est pour leur apporter un peu plus de connaissances et peut-être éclaircir certains de leurs doutes. Bien sûr. Voilà. C'est le but de cet entretien. Donc, c'est un peu technique, pas trop, mais quand même, on descend un peu dans la technicité des choses. Juste pour rappel, du coup, au niveau des lits, donc, ce sont les lupins mortes qui sont issus de la fermentation alcoolique. Nous, la spécificité ici sur le terroir du Muscadet, c'est que pour nos appellations en Sèvres-et-Maine, en appellation sur lit, on garde un élevage minimum de 6 mois à 1 an sur ces lits et sur les crus, on pousse ces élevages plus longtemps pour donner donc la spécificité à nos vins, soit sur des aspects fraîcheur, perlant, etc., soit sur des élevages plus longs pour donner la complexité du gras au vin, mais les autres intervenants en détailleront plus que moi ces aspects-là. Je te laisse commencer, Romain. Oui, pas de problème. Bien, bonjour, Romain Maillet, donc Fédération des vins de Nantes, donc, plutôt ingénieur agricole et orienté agronomie à la base. Moi, je vais vous parler, alors d'abord peut-être juste un petit mot sur une carte d'identité du vignoble, vu qu'aujourd'hui nous allons un petit peu parler du Muscadet, et puis je pense que mes collègues rentreront sûrement un petit peu plus dans des aspects techniques, si toutefois ça veut, mais si ça marche, ça va marcher. Donc, voilà. Alors, il y a des diapos sur lesquels je ne vais pas m'appesantir, mais c'est juste pour faire un rappel. Le vignoble Muscadet, on peut le présenter finalement en 4 éléments. C'est d'abord un socle géologique ancien, issu d'un massif ancien, cristallin, c'est-à-dire qu'on va retrouver toute une grande diversité de terroirs de type issus de roches-mères de type granit, mica schist, gneiss, orthogneiss, gabbro. On n'est pas là pour parler de géologie. C'est un climat océanique
dû à la position du vignoble, quand même relativement septentrionale et à l'ouest, donc une influence climatique importante. C'est un cépage, et là on se rapproche beaucoup plus de notre sujet qui est le melon B, donc originaire plutôt de Bourgogne. C'est un cépage issu de la famille des Gouésiens. Donc c'est un cousin ou un frère, par exemple, du chardonnay, par exemple. Donc c'est un cépage qui a la caractéristique de pas spécialement avoir une dimension variétale forte, mais qui par contre a une certaine richesse en composés susceptibles d'être aromatiques, en précurseurs d'arômes. Peut-être que nous en dirons un mot. Et un autre élément fort, et c'est celui qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'élevage sur lit, traditionnellement en grands contenants, essentiellement des cuves souterraines verrées, donc qui amènent notamment quelques particularités comme une certaine inertie thermique, un élevage en grands contenants dans des conditions plutôt réductrices d'un point de vue chimique. On peut être amené à parler terroir. Je me permets de le rappeler juste en une minute au moins. Quand moi je parle terroir, ce que j'entends par là, c'est la combinaison de facteurs naturels. On en parlait un petit peu, sous-sol, sol, géologie, pédologie, et de facteurs humains, le choix du végétal et donc l'ensemble des itinéraires techniques que peuvent choisir les professionnels. Et donc évidemment, l'élevage sur lit fait partie de ces facteurs. Et donc le terroir, c'est la conjonction et l'interaction de l'ensemble de ces paramètres. Bon, là, je ne sais pas, mais c'est juste une carte de géologie qui illustrait la complexité. On peut la passer, mais c'était juste pour bien voir la grande complexité du vignoble, qui peut aussi être intéressant pour nous. Un petit rappel rapide sur la structure du vignoble. On a une appellation régionale, Muscadet, des appellations sous-régionales, Sévres-Maine, Coteaux de la Loire, Côte de Grandlieu, et comme le disait Mathilde, avec des élevages d'au moins 6 mois, et des appellations communales, des crus, avec des élevages nettement plus longs. Et finalement, qu'est-ce qui hiérarchise tout ça? C'est 5 grands paramètres: la sélection des parcelles, le terrain, la charge, la maturité et l'élevage qui va nous intéresser, et donc des conditions de conditionnement. Donc, ça me permet d'arriver à une autre diapositive, mais qui permet aussi de ramener un petit peu comment est défini l'élevage au sein du cahier des charges. C'est donc l'usage de ce qu'on appelle chez nous la méthode nantaise, mais qui est donc cet élevage sur lit plutôt sur des grands contenants, qui vise donc à maintenir le vin sur ses lits fines de vinification, sans sous-tirage, dans des conditions donc, qui vont amener un certain nombre de caractéristiques. Je pense que mes collègues rentreront dans ce détail un peu plus que moi. Avec donc pour les appellations régionales minimum 6 mois, et pour les autres, pour les crus, suivant les crus, 18 ou 24. Et ce sont les minimums. On peut aller bien au-delà. Je n'ai pas d'autres diapos, vraiment. On peut aller bien au-delà. C'est vrai que sur les crus, et c'est ce qui peut nous intéresser, comme certains mousillons tiers ou à gorge, l'usage peut aller parfois sur des élevages plutôt de 30 mois, de 36 mois, sur des durées où c'est peut-être pas forcément l'autolyse d'ailleurs qui va jouer, peut-être que même mes collègues en parleront, mais finalement un vieillissement en masse finalement qui permet vraiment une évolution lente du vin. Je pense que la grande particularité du melon, c'est justement de ne pas être variétal, mais d'être capable de donner une forme de complexité sous réserve qu'on exploite un potentiel intrinsèque, et l'élevage fait partie des moyens d'exploiter ce potentiel. Je ne veux pas prendre trop de temps, et puis s'il y a d'autres questions, ensuite on pourra réaborder ça. Mais je pense qu'on peut. Merci Romain pour cette introduction, donc effectivement sur les terroirs et sur les spécificités de nos appellations. Christophe, si tu veux bien expliquer un peu plus ce qu'il en est en vinification et en intérêt global de cette technique sur la qualité et l'évolution des vins. Ok, je te remercie Mathilde. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente tout d'abord, Christophe Marchais, œnologue conseil sur la région nantaise, mais autre que la région nantaise, sur l'Anjou également un petit peu. Donc, moi, je vais m'attarder à vous développer un petit peu tous les intérêts œnologiques et techniques de cet élevage sur lit, le pourquoi du comment de la quintessence, de l'intérêt de la lie. La lie, alors, Mathilde vous l'a dit tout à l'heure, la lie, elle est là c'est la levure morte qui s'est déposée après la fermentation alcoolique. Mais cette levure, qu'elle soit indigène ou levure commerciale, elle est composée de la même chose, d'une paroi. Et dans cette paroi, il y a beaucoup de matière. Et cette matière, on va s'efforcer d'aller la chercher, de l'extraire pour plusieurs choses. Je vais développer tout ça tranquillement. Pour d'abord structurer le vin, donc un aspect gustatif.
Donc, apport de rondeur, un effet d'enrobage par différents éléments de cette paroi. Et puis, des aspects également de type structurel, de type technique, de maintien du tartre. Donc, on s'est aperçu qu'avec un élevage très, très long, un bâtonnage, une remise en suspension de CI, ça permettait de stabiliser les vins au niveau tartre. Alors, pas stabiliser à 100%, mais participer à la stabilisation du tartre. Et également aussi la stabilisation au niveau des protéines des vins. On s'aperçoit que sur des élevages très très longs, sur des vins qui ont été dosés en protéines au bout de quelques mois et les mêmes vins repris au bout de 18 ou 24 mois, la stabilité protéique était largement améliorée, voire stable. Donc, c'est l'intérêt. La composition de cette paroi levurienne est composée principalement de manoprotéines. Dans ces manoprotéines, on trouve aussi des glucanes. Alors, c'est des glucanes qui ne sont pas les mêmes glucanes que l'on retrouve sur des vendanges botrytisées, c'est des glucanes qui sont non colmatantes. On a aussi d'autres molécules qu'on appelle les acides aminés. On a aussi des acides nucléiques. Et dans la cellule elle-même, en dehors de la paroi, dans le cœur de la cellule, on a aussi ce qu'on appelle des esters, donc qui sont produits par la levure pendant la fermentation alcoolique, et qui, au fur et à mesure de cet élevage, vont être relargués dans le milieu, donc dans le vin, et qui va participer à la capacité aromatique du vin. Donc voilà, donc l'intérêt du bâtonnage, il est là, de remettre en suspension. Alors, comme l'a souligné un petit peu Romain tout à l'heure, on est dans la partie réductrice, hein, donc voilà, il faut jongler entre la réduction, jongler sur ce qu'on appelle chez nous en chimie le potentiel redox, donc entre le côté oxydatif et le côté réducteur. Donc parfois, l'élevage sur lit, le bâtonnage, on le rectifie, on l'ajuste avec un petit peu d'oxygène, quelques dizaines de milligrammes d'oxygène, 0,5, 0,6, 0,7 mg, jusqu'à 1 mg, pour pouvoir ouvrir le vin, mais sans trop l'ouvrir. L'objectif d'un élevage sur lit, je dirais digne de ce nom, c'est de ne pas partir en réduction. Parce qu'à partir du moment où on part trop en réduction, là, après, derrière, on a un peu plus de mal à le récupérer. Donc là, c'est une gestion, je dirais, permanente. Et le moyen qu'on a pour gérer ça, c'est la dégustation. Donc la clé de voûte, c'est quand même le temps qu'on passe à déguster nos cuvées et puis à voir comment on peut les améliorer, les restructurer. Donc, on a un potentiel qui est hyper intéressant. On a les lits qui sont très présentes. Donc, pourquoi ne pas s'en servir? Voilà, tout simplement. On a le matériel naturel qui est à notre disposition. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir le travailler et puis au maximum, quoi. Donc, 18 mois, 24 mois, 30 mois, sur les crus, comme le disait Romain, voilà, le relagage, il se fait assez rapidement au départ de l'élevage, mais tout autant dans le temps des 24 mois, 30 mois, voire plus. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous raconter. Donc en conclusion, voilà, dommage de s'en priver si on a des bonnes lignes, mais je dirais que c'est vrai pour tous les vins, quoi. Un élevage sur ligne n'est pas vrai pour le muscadet, donc c'est notre marque de fabrique, certes, mais aussi tous les vins ont un intérêt à être élevés sur lit et puis à faire du bâtonnage. Je pense que j'ai tout dit, Mathilde. Merci, je te relaisse la main. Merci. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Alors, effectivement, nous, on prend vraiment la caractéristique de notre région, de nos appellations, et pour tous avoir travaillé dans différentes régions de France, entre autres, appliquer de l'élevage sur lit, voire du simple collage à la lie sur les vins, a un impact vraiment positif pour le vinificateur. C'est un produit qui est naturel, qu'on peut utiliser à tout stade de la vie du vin pour apporter de la fraîcheur, du volume. Et donc, c'est vraiment un outil qui n'est pas à négliger dans la boîte du vinificateur. Nous, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir ça dans nos cahiers des charges et donc ça fait la spécificité et le socle de nos vins. Mais on l'applique aujourd'hui sur tout type de vin, que ce soit des blancs, des rosés, dans d'autres appellations qui n'exigent pas forcément de les utiliser comme ça peut être le cas chez nous, quoi. Par la suite, du coup, on va essayer de prendre part de ton expérience en production. Damien, toi, tu as travaillé pas mal dans le muscadet. Donc, tes retours par rapport à ce que tu as pu mettre en pratique ces dernières années. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Damien Boudot, donc œnologue. Je travaille pour la société Castel, donc pour les domaines en muscadet. Je vais essayer de vous parler
de l'intérêt, de l'aspect pratique de l'utilisation des lits pour notre appellation, pour nos blancs en particulier. L'élevage sur lit, c'est avant tout une très bonne sélection des lits. Si on veut s'engager dans un élevage sur lit, qu'il soit long ou court, il faut avant tout une qualité irréprochable des lits. C'est-à-dire qu'il faut des vendanges saines, il faut s'affranchir des produits de collage qui ont pu être utilisés au débourbage pendant la vinification pour qu'on ait vraiment des lits qui soient le plus irréprochables possible qualitativement. On parlait tout à l'heure de bâtonnage, de remise en suspension des lits. La deuxième condition, c'est d'utiliser, donc Romain l'a dit, nous c'est notre tradition, c'est d'utiliser des cuves souterraines verrées. Pourquoi souterraine? C'est par rapport à l'inertie thermique. On aura un aspect pratique du bâtonnage, c'est la température des vins. Si les vins sont trop froids, on a une libération, enfin, on a une dégradation des lits qui est beaucoup plus lente. Donc, en utilisant des cuves souterraines, on a un maintien de température qui nous permet d'avoir des vins en début d'hiver qui sont encore aux alentours de 12-14 degrés. Donc là, on a un travail optimal sur la dégradation des lits. Le deuxième avantage des cuves souterraines, c'est que ce sont souvent des petites cuves. Quand je dis petites cuves, c'est qu'elles ne sont pas trop hautes. Donc, on a une pression sur les lits, la pression du vin, qui est relativement faible, entre guillemets. On ne ferait pas ça sur des cuves inox aériennes qui feraient 7 mètres de hauteur. On aurait une pression trop importante sur les lits, on aurait trop de réduction. Ça, c'est vraiment une gestion, Christophe le disait tout à l'heure, par rapport à l'oxygène et la réduction dans les vins. Si on tend trop à bâtonner et à tirer vers un côté réducteur et qu'on ne s'en rend pas compte suffisamment tôt, on va ancrer la réduction dans les lits et là, on va tout de suite apporter des mauvaises odeurs. Donc, plutôt des odeurs type réducteur, donc voilà, H2S, chou-fleur, voilà, des choses qui ne sont pas agréables du tout. La pratique de l'élevage sur lit, c'est beaucoup de dégustation parce que je pense qu'il faut vraiment rester dans un objectif de vin à la limite de la fermeture et de l'ouverture. Ça, ce sera le travail après d'une préparation à la mise en bouteille, mais là, du coup, on n'est pas dans ce travail-là, donc on veut vraiment essayer de pas oxyder nos vins. Moi, je pratique souvent le bâtonnage de façon manuelle. Ça évite de mettre en route des pompes et de fatiguer les vins, entre guillemets, au travers d'un pompage supplémentaire. Le bâtonnage, on le pratique, nous, dans le Nantais, on le pratique durant les 3 premiers mois de la vie du vin. On le pratique facilement 2 fois par semaine. Donc, 2 fois par semaine sur 12 semaines. On arriverait vite à beaucoup de pompage. On perdrait le perlant qu'on cherche à conserver au travers de cette méthode. On aurait une oxydation du vin, chose que là, on ne cherche pas non plus. Voilà, on essaye de se protéger de l'oxygène. Le double avantage des lits, c'est justement la protection vis-à-vis de l'oxygène, parce qu'elle piège de l'oxygène. Et en même temps, elle nous libère tout ce qui est manoprotéines pour le côté gras et volume en bouche. Elle nous libère également des précurseurs aromatiques. Donc, Romain l'a spécifié, on n'est pas sur un cépage variétal, mais on va trouver de la complexité au travers de l'élevage sur lit. Ça va durer, dans les 30 premiers mois de la vie du vin. Là, on va pouvoir tirer le maximum. Après, quand on va pratiquer l'élevage sur lit au-delà de 30 mois, on va le pratiquer surtout en fonction de la dégustation, surtout si on a un côté un peu oxydatif qui commence à arriver. Là, on va faire une remise en suspension des lits légères pour essayer de piéger l'oxygène qui est en suspens dans la cuve et essayer de repartir sur une phase réductrice. Voilà. Donc, voilà un petit peu sur l'élevage sur lit ce qu'on peut en dire. Nous, c'est une technique qu'on utilise très régulièrement, même sur des vins à rotation entre guillemets courte, puisque si on les travaille de bonne heure à température
autour de 14 degrés, on peut tirer en 3 mois rapidement de très nombreux avantages de l'élevage sur lit. Merci Damien. Pour rappel et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, le bâtonnage, c'est l'action de remettre en suspension les lits dans la cuve et donc de pouvoir optimiser l'extraction des composés dont Christophe parlait au contact de la phase liquide, donc du vin. Donc ça, effectivement, plus la température est optimale et plus cet impact du bâtonnage va être positif sur nos vins. C'est d'essayer d'avoir pardon Mathilde, je te coupe, mais c'est d'essayer d'avoir le maximum de contact entre la lie du vin, les lits du vin et le vin en lui-même. Plus on remet les lits en suspension dans le volume, plus on a de surface de contact. Alors que si on laisse les lits sédimenter naturellement, on va avoir seulement une surface horizontale de contact. Ouais. Merci Damien. Donc effectivement, voilà, c'est des étapes qui sont très importantes pour optimiser les élevages et la vinification avec les lits. Pour poursuivre, Stéphane, je vais te laisser faire un petit tour de ce que toi tu penses en tant que bourguignon d'origine et surtout nouveau vigneron ici dans nos appellations nantaises, où tu vas pouvoir mettre en pratique tout l'intérêt de l'élevage sur lit dans les vins du domaine de la Grenaudière. Donc, bonjour à toutes et à tous, Stéphane Potenciot. Donc, comme Mathilde l'a dit, je suis originaire de Bourgogne. Donc, j'ai fait la traversée de la France pour arriver jusque dans les terroirs du Muscadet. Si on fait le bilan de tout ce qui a été dit, c'est que l'élevage sur lit, c'est quelque chose de très qualitatif, avec beaucoup d'avantages en termes de protection, d'apport de structure, d'apport de complexité aromatique et de stabilisation des vins. Donc tout ça aura un impact également en termes de valorisation, de commercialisation et de communication. Il faut d'un avantage technique réussir à en faire un avantage marketing et commercial évidemment, l'objectif étant de commercialiser un maximum de nos vins au meilleur prix. Si on prend l'exemple du Muscadet, l'avantage de cet élevage sur lit permet d'apporter des vraies identités, je dis bien des identités au pluriel, quand on regarde la multitude et la diversité des terroirs et des sols, des sous-sols en tout cas, qu'on a dans les crus du Muscadet. Donc finalement, l'élevage sur lit est un des éléments du terroir et qui participe à la complexité et finalement à l'identité des vins qui sont issus de ces cépages, terroirs et élevages. Si on fait un petit parallèle avec une région beaucoup plus à l'est dans la France, qui est la Bourgogne, les élevages sur lit sont également utilisés et pratiqués, mais d'une autre manière. Ces élevages sont principalement utilisés et faits en fût. Donc, on fait des élevages en fût, sur lit, avec également des bâtonnages, pour à peu près les mêmes objectifs de protection, d'apport qualitatif en termes de complexité aromatique. Et un point quand même relativement important, c'est la stabilisation. En tout cas, ça participe à la stabilisation tartrique des vins et donc facilite le fait d'avoir des vins clairs et limpides. Donc, l'élevage sur lit, c'est une technique parmi tant d'autres, mais qui permet d'apporter des grandes caractéristiques aux vins qui en sont issus. Merci Stéphane. Je pense qu'au travers de ces différentes interventions, on a balayé de façon assez rapide les différents points qui font les caractéristiques et les intérêts de l'élevage sur lit, et surtout au travers de nos terroirs ici du Muscadet, de la région nantaise, Ouest France. Donc à la fois sur la partie agronomique avec Romain et la partie technique et production, et effectivement l'intérêt derrière qui va en découler en termes de commercialisation et d'image pour ces vins. J'espère qu'on a répondu en partie à vos questions sur cet aspect-là, et s'il y a des questions, nous sommes prêts à y répondre. Moi, j'ai une petite question sur l'élevage sur lit et l'umami. L'umami. Puisqu'on on parle de salinité dans les vins avec l'umami, salinité d'origine protéique. Donc,
On sait que comment dirais-je, qu'il y a un effet, un peu comme en industrie agroalimentaire, il y a un effet des oxeurs au niveau des saveurs de la lie, par les peptides et les acides aminés. Ce qui fait, alors, est-ce que ça participe à la saveur umami? Je sais pas, je laisse peut-être mes collègues aussi m'aider sur ce coup-là, parce que je suis un peu sec, là. Mais peut-être, certainement, oui, pourquoi pas, oui. Ce que j'en ai lu récemment, c'est qu'on suppose que l'umami, alors déjà, on sait que l'umami est d'origine protéique, et donc ces dégradations des protéines pendant l'élevage. Et donc, l'intervenant que j'avais écouté pendant le Wine Paris, bien sûr, nous disait que c'était umami et élevage sur lit, c'était absolument lié l'un à l'autre. Donc, je ne sais pas si… C'est sûr que c'est un goût qui est difficile pour nous à imaginer et à repérer à partir du moment où il ne fait pas partie de notre tradition alimentaire. Mais il faudrait peut-être pousser un peu plus la recherche et pour faciliter aussi tout ce qui est la partie acceptation encore plus facile sur les marchés asiatiques qui sont habitués à ce cinquième goût. Enfin, je ne sais plus où on en est, si on est à 5 ou à 6. C'est une saveur pour nous occidentaux, c'est pas une saveur connue par nos papilles, donc c'est vrai que c'est compliqué d'en parler. Si l'élevage sur lit contribue à l'exhaustivité de la saveur dans le vin, je dirais que si c'est ça, oui, ça apporte forcément ça répond en partie à la question. Moi, c'est une saveur que je ne connais pas particulièrement, donc je ne peux pas l'analyser en tant que telle. Je ne sais pas si quand je vais trop loin en élevage sur lit, j'en ai plus ou pas. Et si, suivant les cépages, parce qu'il y a peut-être ça aussi, il y a peut-être que certains cépages sont plus riches en certaines protéines, il faudrait déjà savoir si l'umami est plutôt tiré de telle ou telle protéine. Et déjà, on pourrait commencer à voir, déjà en fonction des cépages, savoir vers quelle saveur on se dirige. Ouais. La maturité aussi, certainement. Ben voilà, un sujet de thèse à proposer, un thésard. Pas qu'un seul facteur. Parce que c'est intéressant à partir du moment où c'est un goût où il faut quand même que, bon, ça fait une vingtaine d'années, mais il va falloir qu'on s'y mette. Hein. Et donc, c'est un élément aussi important en dégustation. Hein, parce que cette caractéristique de sel, hein, de salinité et de léger voile sur le palais de la bouche, je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on aide les consommateurs à le retrouver. Et si c'est une caractéristique de votre façon de travailler, tant qu'à faire, autant la promouvoir. Il faut essayer de demander à une fac, type Bordeaux, qui a beaucoup travaillé sur les protéines, élevage sur lit avec… Virginie Moinedou, il faudrait voir s'ils sont capables de retrouver un thésard pour travailler sur ce sujet-là. Ouais. C'est intéressant. Voilà. À proposer au fond de dotation de l'Union des œnologues de soutenir une thèse. Ça peut rentrer dans le cadre du fonds de dotation de l'Union. Oui. Voilà. Écoutez, c'est tout pour le moment, je dirais. Si vous avez d'autres choses à ajouter, on peut les rajouter maintenant. Et puis sinon, je vous remercie pour cette participation, comment je pourrais dire, cette participation chaleureuse et qui nous a permis d'avancer sur un sujet qui n'est pas forcément, dont on parle beaucoup, hein, tout le monde s'en met beaucoup dans la bouche, oh, l'élevage sur lit, mais c'est pas toujours, on ne sait pas exactement dans les détails ce que ça implique dans les vins. Et puis aussi au niveau des coûts, on n'a pas parlé des coûts, mais je suppose que le fait de conserver cet élevage pendant 2 ans, il y a aussi un coût au niveau de la production, bien sûr. Il n'y a pas de coût en tant que tel, on parle entre nous, là, il n'y a pas de coût en tant que tel. Le seul coût, c'est l'immobilisation du vin pour le temps de contact. Oui. Mais même sur des vins à rotation courte, on peut bénéficier des intérêts d'un élevage sur lit. On l'a vu, c'est la stabilité protéique, tartrique. Le seul défaut que pourrait apporter l'élevage sur lit, pour moi, j'en vois qu'un, c'est le côté réducteur s'il est mal maîtrisé. C'est mal géré. À contrario, il y a quand même beaucoup plus d'effets bénéfiques que d'effets négatifs. Enfin, moi, je vois qu'un seul effet, c'est celui de la réduction. C'est le seul effet négatif que je vois à l'élevage sur lit, si ce n'est pas maîtrisé. Il y a un autre effet intéressant, entre guillemets, et qui, lui, n'est pas technique, mais qui l'est pour les
les opérateurs et les vignerons, c'est que l'élevage, il permet aussi, d'une certaine manière, de conserver du stock, donc d'avoir une certaine pondération des sorties de volume et de pouvoir faire face éventuellement à un certain nombre d'impacts climatiques ou des choses comme ça. Et qu'effectivement, c'est une conservation du vin dans des très bonnes conditions. Des conditions optimales. Voilà, avec peu de dépenses d'énergie, notamment ici, puisque c'est des cuves souterraines, donc qui ne nécessitent pas de climatisation, par exemple. Ce qui est important, notamment dans les recherches un peu actuelles en termes d'environnement. C'est ça, exactement. Il permet aussi de limiter les sulfitages. Voilà, vu qu'on est dans un milieu réducteur, on peut aussi s'affranchir de sulfitages réguliers si on surveille bien les pleins des cuves, les températures, etc. On maîtrise nos doses de SO2 totaux. Voilà. Oui, on a tout ça. Il y a beaucoup d'avantages. Voilà. Et ça a des avantages et on est vraiment dans les logiques actuelles de perfectionner nos pratiques œnologiques en limitant nos intrants. Et on n'en a pas parlé également, mais dans la région, on ne fait pas la fermentation œnolactique. Voilà, c'est une volonté de la région. Alors certains le font, mais de façon de masse, on ne fait pas. Mais cet élevage sur lit et ce bâtonnage des lits, on peut très bien la faire sur des vins. Et la preuve, en Bourgogne, Stéphane en a parlé, en Bourgogne, on fait des bâtonnages sur des vins de Malo. Et voilà, donc le bâtonnage, il peut être réalisé sur des vins non Malo comme sur des vins de Malo. Très bien. Donc voilà, c'est une chose que j'ai. OK. Mais écoutez, je vous remercie tous énormément. On se revoit prochainement pour voir quelque chose ensemble. Et je suppose que vous n'allez pas rester au gosier sec comme moi. On va passer à l'épreuve pratique. Voilà, exactement. La dégustation de vin sur lit. On va vérifier si les vins du domaine de la Grenaudière ne sont pas réducteurs. Vous avez raison, essayez de s'en prendre de ma part. On voulait remercier la FIGEV de nous avoir sollicité sur cette thématique. Et c'est toujours un plaisir de parler des vins de nos régions, de nos appellations et de pouvoir mettre en avant les savoir-faire de notre belle région Val-de-Loire et spécifiquement des appellations du Muscadet. Donc, merci pour ça. Merci Anne. Merci bien, merci énormément.